Important de le rappeler parce que l'adresse et la DSS sont connus pour produire souvent des données quantitatives, donc des taux de recours, des taux d'éligibles, des personnes bénéficiaires, notamment pour la C2S. Et là, il s'agit d'une étude qualitative, c'est qui est très important parce que ça permet vraiment de rentrer, d'avoir une posture biographique et donc de laisser du temps aux personnes interviewées. Donc, on parle là d'entretiens qui durent entre 1 heure et 1 h 30 où les personnes vont raconter un peu leur parcours biographique et les obstacles qui se sont au fur et à mesure enchaînés et qui ont amené par exemple à des non-recours. Comme vous savez, si on utilise plutôt un questionnaire, on va déjà avoir des idées, des pistes d'analyse au préalable et donc on va laisser moins d'espace aux enquêtés, alors que là, vraiment, c'est les enquêtés eux-mêmes qui créent, qui nous donnent leurs explications et c'est particulièrement riche pour nous. Aussi, ça nous a permis de savoir comment les rapports à la santé des étudiants d'aujourd'hui s'ancrent dans des représentations familiales, qui sont des représentations quand ils étaient beaucoup plus jeunes et vivaient encore avec la famille. Et donc, c'est des éléments précieux pour nous. Donc, ces études qualitatives nous permettent de faire parler des chiffres qui ont produit par ailleurs et aussi de saisir et de mettre en lumière des populations spécifiques et particulièrement vulnérables qu'on n'aurait pas vues par ailleurs. Et donc, je pense notamment aux jeunes à rupture familiale, dont ces rapports ASDO indiquent que, par exemple, ce n'est pas tant les jeunes pris en charge par l'ASE, eux, ils sont plutôt outillés sur comment les systèmes de santé marchent, mais c'est vraiment les jeunes qui sont en train de rompre avec la famille, qui se trouvent un peu plus sans outils pour faire face à l'autonomie en matière de santé. L'idée là, ce serait de vous faire une courte introduction et donc j'avais pensé à quelques éléments, quelques pistes de réflexion qui pour moi étaient particulièrement utiles et intéressantes suite à l'étude de DASDO. La première, c'est l'essence des priorités en matière de santé des étudiants. Donc, dans les premiers chapitres du rapport, et ça a été dit en introduction, mais je le répète, les rapports est complètement disponible dans son intégralité en ligne. Ça a été publié dans les dossiers de l'adresse. Donc, on va mettre dans la conversation les liens pour le télécharger. Donc, il est disponible. Donc, dans le premier chapitre de cette étude, les auteurs montrent bien comment les étudiants doivent faire des arbitrages constants pour avoir accès à un meilleur bien-être. Et donc, c'est intéressant car quand on pense à la santé, on pense souvent tout de suite au recours aux soins, donc aller voir des professionnels de santé, alors que dans ces chapitres, on voit bien que la situation étudiante est souvent traversée par la précarité. Donc, on a des conditions matérielles qui sont restreintes. Et dans ces cadres-là, il faut faire des choix pour son bien-être. Et donc, souvent, les étudiants disent, plutôt qu'aller voir les psychologues et donc dépenser un budget dans ces cadres-là, il y a plutôt une sociabilité qui est mise en avant et donc l'importance d'avoir des liens et qui fait du bien. Donc, c'est important de garder la santé dans un cadre large. Voilà, c'est quelque chose d'essentiel. Un autre élément dans ces rapports, c'est l'importance donc de la santé mentale qui émerge dans la majorité des entretiens. Donc, on voit que beaucoup d'étudiants et étudiantes parlent des effets de la pandémie et donc des confinements à la fois sur leur scolarité, mais aussi sur leur santé mentale. Et donc, on remarque un peu qu'il y a cette importance de la santé mentale et d'en parler, de déstigmatiser la santé mentale et aussi donc d'avoir accès à des ressources pour les étudiants dans ces sens. Un deuxième élément qui me semble primordial, c'est que cette étude a permis de recueillir des témoignages d'étudiants qui sont dans des dynamiques d'évitement ou d'éloignement vis-à-vis des institutions de santé et des professionnels. Et donc, c'est des publics auprès de qui nous, on a vraiment intérêt à chercher d'enlever les obstacles d'accès aux soins de leur part. Et donc, il y a des difficultés à la fois d'avoir accès à une prise en charge. Donc, beaucoup d'étudiants parlent notamment des délais pour avoir une prise de rendez-vous. D'autres parlent aussi des inégalités territoriales. Donc, en fonction des lieux d'habitation, il y a une facilité plus ou moins importante à avoir accès à des spécialistes notamment. Il y a la question du budget. Beaucoup d'étudiants parlent aussi des difficultés économiques d'aller voir des professionnels. Et donc, ça nous interpelle sur l'effet qu'il faut vraiment améliorer, augmenter les campagnes des sensibilisations
vis-à-vis des étudiants concernant la complémentaire santé solidaire. Et il y a aussi des étudiants qui parlent des mauvaises expériences qu'ils ou elles ont pu avoir avec des professionnels de santé. Et donc là, vraiment, l'importance de former les professionnels de santé, mais aussi voilà, on est dans un contexte où il y a beaucoup de prises de rendez-vous et souvent les temps des professionnels de santé est limité. Et donc, c'est difficile aussi de laisser du temps à l'humain et prendre en charge et accueillir bien les personnes qui arrivent, et notamment les étudiants qui ont par ailleurs eu des mauvaises expériences. Et donc, il y a un peu plus de temps qu'il faut dédier à ces publics-là. Et enfin, dans le troisième et dernier chapitre du rapport, on a un focus sur la complémentaire santé solidaire. Et donc, on voit que de manière générale, la C2S n'est pas très connue par les étudiants, mais pour les étudiants qui bénéficient de la C2S, c'est vraiment un élément essentiel du recours aux soins, et c'est quelque chose qui nous conforte et donc qui nous invite à continuer à aller dans ces sens-là. Je ne l'ai pas dit, mais donc ASDO a pris vraiment soin de constituer un échantillon diversifié. Donc, il y a à la fois des étudiantes et des étudiants, il y a à la fois des étudiants boursiers et non boursiers, il y a des étudiants étrangers et français, et notamment, il y a une diversité territoriale. Donc, il y a à la fois des zones urbaines en métropole, des zones plutôt rurales et des zones qui sont plus marquées par une précarité sociale et économique. Donc, c'est important d'avoir des trajectoires qui soient hétérogènes aussi pour avoir des profils différents. Et enfin, les volets de recommandations, que je ne vais pas spoiler là parce que je vais laisser Asdo en parler, mais c'est très important pour nous parce que ces études-là nous intéressent non seulement pour avoir une vision plus spécifique des obstacles et des parcours des étudiants dans ces cas particuliers, mais aussi pour avoir des leviers concrets d'action publique pour améliorer les politiques publiques et les rendre plus pertinentes vis-à-vis des étudiants. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a une portée concrète qui est vraiment au cœur de notre démarche. Donc, pour terminer, je vais laisser la parole à Asdo et juste vous dire que si vous avez des questions pendant la présentation, Asdo va parler pendant 45 minutes environ, et donc vous pouvez les écrire dans les chats. Les questions techniques, donc là, on va chercher avec la DSS à y répondre, nous, dans le chat. S'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre, on va les relire à la fin de la présentation d'Asdo pour qu'ils puissent répondre eux-mêmes. Et après, à la fin de ces 40-45 minutes, on aura 40-45 minutes des discussions tous ensemble où vous pourrez à la fois poser des questions par écrit, mais aussi en allumant votre micro. Donc, l'idée, c'est de ne pas interrompre la présentation d'Asdo là pour laisser un temps long des discussions à la fin, si cela vous convient. Voilà, donc si tout va de votre côté, je laisse la main à Asdo pour la présentation de l'étude. Merci beaucoup Noémie, merci beaucoup à tous de votre présence. On est content de vous restituer les résultats de cette étude. Donc nous, on est le cabinet ASDO, on est une équipe de sociologues et on va vous faire cette présentation à trois voix, donc avec Mathilde Caro et Julien Gaffio, et donc moi je suis Loïka Fordy. Donc c'est une étude qu'on a réalisée pour l'adresse et la DSS. Avec un terrain qui s'est réalisé entre les mois de décembre 2023 et mars 2024. Notre cahier des charges, donc c'était, on avait trois objectifs pour cette étude. C'était premièrement saisir le rapport des étudiants et des étudiantes à la santé, ainsi que les représentations et les usages de la couverture santé. Donc, ce qui était intéressant, c'était de, bien sûr, se préoccuper de ce sujet de la couverture santé qui a été assez peu exploré, le rapport des étudiants à la couverture santé, mais de le replacer dans un cadre plus large de leur rapport en général à la santé. Et donc, on a parlé de la couverture santé en général, mais avec un focus ensuite sur la complémentaire santé solidaire, avec des choses qui ont changé ces dernières années pour les étudiants par rapport à leur couverture santé, puisqu'avant 2019, on avait un régime spécifique pour les étudiants qui ensuite ont été rattachés à la couverture générale, et puis la complémentaire santé solidaire aussi, qui est finalement encore assez récente. Donc, c'était intéressant de faire un état des lieux à ce moment-là.
Et puis, tu le disais, Noémie, c'est aussi un peu un état des lieux sur le rapport à la santé des étudiants post-Covid. Et forcément, c'est des choses qui sont beaucoup ressorties. On en reparlera aussi. Voilà, ils nous ont parlé aussi de cette crise sanitaire et de l'effet que ça a pu avoir sur leur trajectoire. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, c'était identifier un peu les mécanismes, les ressorts du recours et du non-recours à une complémentaire, en particulier pourquoi on recourt ou on ne recourt pas à la complémentaire santé solidaire. Et vous le verrez, on a un certain nombre de situations qu'on a rencontrées d'étudiants qui pourraient a priori bénéficier de la complémentaire santé solidaire et n'en bénéficient pas, ou à un moment de leur parcours ont été dans cette situation-là. Donc on a creusé aussi pour essayer de mieux comprendre voilà, cette question du recours et du non-recours à ce dispositif. Et puis, troisième objectif, comme le disait Noémie, l'idée c'était de vous proposer aussi des pistes de travail, des pistes d'amélioration pour améliorer la couverture santé des étudiants et des étudiantes. Je te laisse, Mathilde, peut-être parler un peu de notre méthode. Oui, donc là, je vais vous présenter une photographie en général des grandes étapes de la méthode qui s'est déroulée donc en quatre grandes phases. Donc, dans les grandes lignes, la première phase de cadrage, elle a reposé sur une dizaine d'entretiens de cadrage avec des acteurs institutionnels, des chercheurs et des experts. Entre autres, je cite, on a pu échanger avec le CNUS, avec la CNAM, avec des chercheurs de l'INGEP, du CNRS, de la Direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, centre de santé universitaire. Entre autres, donc je profite au passage pour remercier tous ces interlocuteurs, notamment s'ils aussi sont présents pour le temps qu'ils nous ont accordé, ces entretiens qui ont été très précieux pour la problématique et les hypothèses de recherche de départ. On a donc aussi réalisé un état de la littérature et on a travaillé, comme le disait Noémie, à l'identification de 3 territoires d'études qui ont été donc anonymisés dans le rapport pour représenter une diversité de situations spatiales à l'échelle de bassins de vie étudiants, donc pour avoir accès à différents types d'espaces d'enseignement supérieur et différentes dynamiques en termes d'offres de santé pour avoir en tout cas un panel suffisamment diversifié à investiguer. On a ensuite travaillé vraiment en proximité avec le CNUS, merci encore, sur le protocole de mise en relation avec les étudiants pour la constitution du panel, qui a été vraiment un effort constant pour avoir une diversité d'étudiants. Donc, dans les très grandes lignes, le CNUS a pu envoyer un formulaire aux étudiants des territoires identifiés pour recueillir leur manifestation d'intérêt à participer à l'étude. Et à partir de ce formulaire, nous, on a eu en tout cas accès à leurs coordonnées pour être mis en relation avec eux et leur proposer un temps d'entretien, donc en présentiel. Il y avait aussi quelques questions qui permettaient donc de bien cibler les profils. Cette seconde phase donc, a donné lieu à une phase d'enquête de terrain. Donc, on est allé réaliser des entretiens sur place dans les différents territoires. Donc, 40 entretiens semi-directifs qui ont été réalisés auprès d'étudiants donc non boursiers et boursiers susceptibles d'être éligibles à la C2S. On avait une petite carte cadeau d'une valeur de 30 € pour les remercier du temps accordé à cette étude. Les entretiens entre 1 heure et 2 heures. Dans les très grandes lignes, le guide d'entretien il visait bien à restituer la trajectoire scolaire de l'étudiant et aussi évidemment la trajectoire sociale, à saisir son état de santé perçu, ses pratiques de soins et appréhender donc sa connaissance de la couverture santé en général et notamment de la C2S, c'est-à-dire qu'on a aussi interrogé les étudiants qui a priori n'étaient pas éligibles à la C2S sur leur connaissance de la C2S et plus spécifiquement les profils éligibles aussi, donc, et bien retracer leur parcours de recours à une complémentaire santé, puis analyse, rédaction et publication du rapport. Peut-être pour vous parler un peu de ce panel, donc 40 entretiens effectivement d'une durée de 1 heure à 1 heure et demie sur donc, 3 territoires du
Crous, 3 territoires Crous. Alors, vraiment une diversité de profils, c'est-à-dire que on va avoir des trajectoires, situations, catégories sociales différentes. Donc, on va avoir plutôt des étudiants qui viennent de classes populaires, moyennes, supérieures. C'était vraiment l'idée de couvrir tout le spectre. Des boursiers des différents échelons, mais aussi des non-boursiers. On a aussi fait attention à bien représenter toutes les formations, les domaines d'études. Donc, ça va aller de droit, santé, commerce, langue étrangère. Enfin, voilà, on a vraiment plein de formations qui sont représentées. Aussi, le type d'établissement. On est allé aussi bien dans des universités, des IUT, des grandes écoles, des classes préparatoires. Enfin, voilà, on a essayé de balayer là aussi large en type d'établissement. Situation résidentielle, c'est-à-dire des étudiants qui vivaient encore chez leurs parents ou dans leur famille, d'autres qui étaient en colocation ou en logement autonome seul. Donc, on a toutes ces situations représentées. Et puis, différents types d'état de santé, c'est-à-dire que on a quelques jeunes qui sont en ALD, mais voilà, on a aussi des jeunes qui identifient a priori pas de problématique de santé pour eux. Et d'ailleurs, on a un certain nombre d'entretiens où au départ, on dit bah, non, pas de problème de santé. Et puis, au fur et à mesure qu'on est en échange avec eux, il y a finalement quand même des sujets dont on parle. Et puis aussi une variété de couvertures santé dont peuvent bénéficier ces étudiants. Donc, soit la couverture de complémentaires de leurs parents, une couverture étudiante, voilà, des bénéficiaires de la C2S. Voilà. C'était le souhait aussi dans le cahier des charges de l'adresse et de la DSS qu'on couvre cette diversité de situations pour avoir aussi des mises en perspective, une analyse comparative entre différents profils. Et voilà, ça nous a permis de le faire, vous le verrez. Peut-être comment on va organiser la restitution des enseignements. En fait, on va suivre très simplement le plan de notre rapport, donc, que vous pourrez consulter si vous le souhaitez par la suite. Mais donc, voilà, trois chapitres. Le premier sur le rapport à la santé des étudiants, le deuxième, les carrières de patients des étudiants, et le troisième, le rapport là vraiment à l'enjeu de la couverture sociale. Et on finira par les recommandations. Je laisse la parole, Julien, sur le premier chapitre. Ça marche. Donc oui, effectivement, moi je vais vous parler du rapport à la santé des étudiants. Alors pourquoi tout d'abord parler de rapport à la santé et pas de santé tout court? En fait, on est tout simplement parti du principe que les pratiques de soins, elles peuvent pas simplement, comme on le disait aussi au début, se déduire de l'état objectif de santé, par exemple tel qui serait défini par un médecin. Mais que ces pratiques, elles vont être influencées par les représentations des individus, c'est-à-dire la manière dont on conçoit la santé, la manière dont on la perçoit, dont on la vit, et par les conditions de vie concrètes, alors en l'occurrence des étudiants. Et donc, on a repéré à travers les entretiens 3 grands facteurs donc, qui vont agir sur ces représentations et sur ces pratiques en matière de santé, et on le verra parfois même sur leur santé elle-même. Donc, ces 3 facteurs, on l'a un petit peu dit, c'est tout d'abord la socialisation familiale, et un petit peu la socialisation secondaire, alors qui se produit ensuite dans le milieu scolaire, parce que voilà, les individus évoluent en permanence. Le deuxième facteur, c'est les exigences qui sont imposées par l'environnement scolaire, c'est-à-dire la pression scolaire à laquelle sont soumis certains étudiants. Et puis, plus généralement, troisième facteur, les conditions matérielles d'existence, alors qui recouvrent les ressources économiques, les conditions de logement, mais aussi la possibilité d'accéder à des ressources, que ce soit en matière de droit, mais aussi à des ressources relationnelles, voilà, selon la disposition des logements sur les territoires, est-ce qu'on est plus ou moins loin de lieux de sociabilité, etc. Et donc, ce qui ressort de ces analyses, évidemment, c'est que, voilà, selon la façon dont ces facteurs s'articulent, on a des expériences profondément différenciées de la santé parmi les étudiants. Mais alors, avant d'aborder ce qui différencie les étudiants, un mot rapide, et puisque Noémie en a déjà un petit peu parlé aussi, mais sur ce qui apparaît à l'inverse, presque comme un invariant en fait, de l'expérience des étudiants qu'on a rencontrés, à travers le fait que voilà, il y a une crise sanitaire qui a profondément bouleversé les conditions d'entrée dans la vie étudiante et peut-être aussi leur entrée dans la vie d'adulte, alors avec un certain nombre de conséquences sur leur rapport à la santé et sur leur santé. Donc il y a une expérience partagée. Le fait que la crise a été une épreuve quand même parfois très lourde pour une très grande partie des étudiants. Donc on a des témoignages alors, de détresse psychologique qui a pu être vécue à l'époque et qui peut encore avoir des effets sur le présent. Globalement, une perte de sens et de repères, parce qu'il y a aussi un enjeu de, voilà, on sort d'une vie lycéenne où on est très bordé par les cadres scolaires et familiaux, et puis tout d'un coup, on peut se retrouver dans une chambre U un petit peu isolée, avec des emplois du temps beaucoup plus lâches, etc. Donc voilà, perte de sens, perte de repères. Puis globalement, une augmentation du
du sentiment d'insécurité face à l'avenir, mais c'est des choses qui ont été très bien documentées par plusieurs études sociologiques, donc je développe pas plus. Mais en tout cas, voilà, c'est les étudiants qui peuvent se considérer comme ayant été privés d'une composante quand même très importante de cette phase de la socialisation secondaire, donc que constituent les études, à travers la constitution d'un nouveau groupe de pairs, d'un nouveau groupe de sociabilité, ce qui se traduit quand même souvent par un sentiment de solitude, voire d'isolement, et globalement des souffrances psychologiques. Alors, il y a une petite nuance, il y a quand même une différence marquée dans les expériences de cette crise sanitaire en fonction de la nature plus ou moins intégratrice de l'environnement scolaire dans lequel les étudiants étaient insérés. Parce que, comme on l'a dit, on a vu des étudiants qui pouvaient être à l'université, qui pouvaient être en prépa, qui pouvaient être dans des grandes écoles. Et comme on le sait, la vie quotidienne dans ces environnements n'est pas du tout organisée de la même manière. Donc, ça a pu avoir une influence sur l'intensité des sociabilités, sur le rapport au temps, sur l'organisation du quotidien. Et alors, en tendance, on a observé un bouleversement des habitudes quotidiennes, notamment alors en matière d'alimentation, de sommeil, de consommation des écrans aussi, qui était beaucoup plus marqué pour les étudiants qui n'étaient justement pas insérés dans des environnements qu'on peut considérer comme fortement régulateurs, comme par exemple les prépas ou les grandes écoles qui impriment un cadre plus fort sur les habitudes quotidiennes. Alors voilà, pour en venir maintenant à ce qui distingue différents profils d'étudiants, donc là on s'est intéressé aux facteurs qui vont déterminer la place plus ou moins centrale que les étudiants accordent à la santé. Donc en premier lieu, effectivement, il y a la socialisation familiale à travers l'influence de la culture somatique héritée par la famille qui va s'exprimer dans différentes formes de rapport au corps et à la santé. Donc très rapidement, la notion de culture somatique, c'est une notion qu'on a empruntée à Luc Boltanski, qui est un sociologue, et pour résumer, c'est l'ensemble des règles qui déterminent les comportements physiques des individus. Et de manière un peu plus psychologique, je dirais, ça va aussi impacter sur la capacité à éprouver, à identifier et même à verbaliser les sensations corporelles. Donc, je cite Luc Boltanski sur l'influence à opérer la transformation de la sensation en symptôme. Voilà, je trouve que la formule est assez parlante et, en d'autres termes, à inscrire vraiment un vécu très concret, j'ai mal, je souffre, un ressenti, l'inscrire ou non dans le registre de la santé. C'est ce qui va faire que deux étudiants qui font face à la même souffrance physique vont avoir des comportements en matière de soins complètement différents. L'un va aller consulter le médecin et l'autre va prendre sur lui, etc. Donc voilà, il y a une grande influence de la transmission familiale dans la constitution de cette culture somatique, mais aussi donc de la socialisation secondaire qui se prolonge durant la phase des études. Et alors, comme on a attesté, là, il y a quelques étudiants qu'on a eus dans notre échantillon qui témoignaient d'un rapport clivé à la santé. Et alors, c'est des étudiants qu'on pourrait qualifier de transfuges de classe. C'est-à-dire que, alors, ils étaient, ceux-là, donc originaires de milieux populaires, et ils témoignaient donc d'une double distance à la santé, c'est-à-dire vis-à-vis des enjeux de santé, ils étaient très loin des pratiques de prévention, et aussi une distance vis-à-vis des professionnels de santé, c'est-à-dire dont ils se sentaient moins proches, de par le fait qu'ils ont maîtrisé moins le langage, la culture, etc. Enfin, voilà, on a un peu de mal à s'orienter dans cet environnement-là. Donc, ils témoignaient d'une difficulté à parler de soi, par exemple, d'une très grande pudeur, ce qui va impacter sur la manière de traiter les enjeux de santé mentale, qui passent quand même beaucoup par la capacité à les verbaliser, aussi dans un sentiment d'illégitimité face à l'expression d'une souffrance. Alors, c'est des étudiants qui nous disaient, alors oui, j'ai ça, mais enfin, il y a pire que moi, donc je ne vais pas embêter tout le monde avec ça. C'est une attitude de minimisation des mots. Et puis, alors, il y a une espèce d'éthique de résistance face à la souffrance. Voilà, il faut prendre sur soi. Et puis aussi, alors, ce qu'on pourrait appeler une conception un peu réductionniste de la santé. Alors, par exemple, un étudiant en particulier qui nous disait avoir été habitué, quand il exprimait une souffrance à ses parents, on lui disait, bah, si ça va pas, tu fais un footing. Donc voilà, des choses qui constituent un peu une manière de se rapporter à les professionnels de santé. Et parmi ceux-là, donc, certains ont connu une reconfiguration de ce rapport à la santé par le milieu scolaire et les nouvelles personnes qui sont amenées à fréquenter, qui ne sont pas issues du même milieu social qu'eux. Et donc, ils vont intérioriser de nouvelles connaissances, de nouvelles références, et qui vont en fait petit à petit constituer des nouvelles habitudes de santé. Et donc, ces étudiants témoignaient de l'apprentissage d'une plus grande attention à soi, une plus grande attention à sa santé, et puis une attitude de prévention qui se développe petit à petit. Le deuxième facteur, donc après la socialisation familiale, c'est le budget. Donc ça, on l'a dit, il y a une forte influence du budget sur les arbitrages qui sont effectués entre les postes de dépenses. Donc là, on a vu des étudiants avec des conditions d'existence
très contrastées, et donc voilà, de la très grande précarité jusqu'à l'aisance, un certain confort, avec des parents qui sont très présents. Et donc, c'est des situations qui vont affecter ce qu'on a appelé le sens des priorités, et donc en particulier en matière de santé, qui va être soit considéré comme une pratique de consommation courante, normale, ou alors comme un bien un peu luxueux, entre guillemets, et non essentiel. Et donc, cet arbitrage, ça va toucher en premier lieu, évidemment, enfin, je veux dire, évidemment, on le sait, de plus en plus, la consultation des psychologues. Et dans ce cas, alors, on a des contraintes matérielles qui vont s'ajouter justement aux effets des cultures somatiques, dans le cas des étudiants, qui sont doublement éloignés là d'une prise en compte des enjeux de santé mentale, c'est-à-dire ils en sont éloignés par le budget, matériellement, et puis par les représentations héritées du milieu familial, donc à la fois matériellement et symboliquement. Et alors, comme Noémie le disait, il y a un cas d'arbitrage qui était intéressant. C'était plusieurs étudiants qui plaçaient les sorties avant la santé, mais considérant que les sorties étaient un élément capital dans le bien-être et même dans la santé mentale. Donc voilà, on se disait, je préfère sortir avec mes copines pour pas péter un plomb. Ça m'aide à me sentir mieux. Et donc, voilà, ça a finalement plus d'impact sur ma santé perçue au quotidien que la consultation d'un médecin. Voilà. Et alors, le troisième facteur qui va impacter sur la place de la santé, c'est le temps, c'est-à-dire les rythmes et les temporalités des étudiants. Effectivement, on a vu des étudiants qui étaient dans des milieux scolaires très différents, et peut-être une des premières choses qui change entre la fac et la prépa ou la fac et une grande école, c'est l'organisation quotidienne du temps. Donc, ils sont soumis à des rythmes, à des temporalités très différents, alors qui, d'une part, sont plus ou moins compatibles avec les temporalités des institutions de santé, comme on verra. Et puis, c'est les temporalités qui vont peser sur le temps, vraiment très concrètement, qu'il est possible d'accorder à sa santé quotidiennement. Et donc, on a identifié deux formes de rapport au temps qui ne vont pas être favorables du coup à une priorisation des questions de santé au moment des études. Alors c'est d'une part les étudiants qui sont soumis à une forte, voire très forte pression scolaire. C'est des étudiants qui sont ou ont été en prépa ou qui étaient dans des grandes écoles au moment où on les a rencontrés, et qui vont développer vraiment une forme d'ascétisme qui les conduisent à repousser le traitement des questions de santé. Alors dans l'avenir de l'après, après les études, après les examens, après mon diplôme. Donc il y a vraiment la conception des études comme un moment de pause où on met tout en pause, y compris sa santé. Et alors à l'inverse, à l'opposé, presque, on avait des étudiants qui, eux, décrivaient une expérience sous la forme d'un relâchement temporel, c'est-à-dire des emplois du temps assez déstructurés, une perte de repères, alors qu'ils pouvaient être fournis par la famille, par les cercles amicaux, scolaires, etc., dans la vie du lycée, et qui se trouvent un peu enfermés dans une forme de temps un peu floue, un peu indistinct, et qui en tout cas exprimaient une incapacité à adopter une attitude préventive vis-à-vis de la santé qui implique quand même de s'inscrire dans un rapport à l'avenir, quoi. Et puis, alors, au-delà de ce rapport subjectif, il y a aussi des temporalités étudiantes, tout simplement, qui rentrent en contradiction avec le temps des professionnels de santé. C'est typiquement une étudiante qui était en stage dans telle ville, qui avait besoin d'un rendez-vous chez un spécialiste, ça prenait 6 mois, mais dans 6 mois, elle serait dans une autre ville, elle ne savait pas où. Enfin, voilà, il y a des désajustements plus objectifs. Voilà. Et alors, pour clore ce chapitre, en fait, on a tenu à présenter donc une typologie des formes du rapport donc à la santé et au corps qui combine un petit peu tous ces facteurs pour dresser un peu des portraits types, des idéotypes d'étudiants, décrits à la fois dans leur rapport à eux-mêmes, dans leur rapport à la santé, en tenant compte donc de tout ça, des temporalités, de la pression scolaire et de la socialisation familiale. Et donc, alors voilà, ces catégories, il y en a 4. On les a nommées un peu d'après différentes formes de mots d'ordre, entre guillemets, qui sont formulés par les étudiants eux-mêmes et qui nous semblaient bien résumer leur attitude générale. Alors, le premier, le mot d'ordre, c'est « tiens bon ». Et c'est un type donc, qui consiste à résister tant qu'on peut. Donc là, c'est des étudiants qui ont un rapport à la santé qui est très déterminé par leur rapport à la performance scolaire. C'est-à-dire que leur corps, c'est avant tout un outil de travail dont il faut mesurer la capacité à résister. Donc, la bonne santé pour ces étudiants, c'est la capacité donc à résister à l'adversité, à résister aux pressions scolaires, à résister aux épreuves. Comme je disais, ils manifestent souvent une éthique ascétique, c'est-à-dire c'est des étudiants qui nous disaient beaucoup, il ne faut pas trop s'écouter, entre guillemets, il faut tenir bon. Et c'est des étudiants qui normalisaient assez souvent des formes de souffrance quotidienne et qui avaient recours alors à des formes de supplémentation qui tenaient lieu de pratiques de soins. C'est-à-dire que, par exemple, très concrètement, c'est très connu, si j'ai un coup de fatigue, je vais prendre de la vitamine C ou je ne sais pas quel complément, plutôt que de me soigner. Je vais augmenter mon corps en tant qu'outil de travail plutôt que de prendre soin de moi.
Et aussi, ça allait avec alors, beaucoup de minimisation de maux, de souffrances qui nous étaient décrits, mais qui étaient considérés comme mineurs. C'est-à-dire, je cite des choses qui étaient décrites comme pas graves, des choses qui passent toutes seules. Et alors, on avait tout un lexique du petit coup de mou, des petites déprimes, des coups de fatigue, des petites grippes. C'est-à-dire, la santé uniquement décrite comme des choses qui doivent passer, quoi. Et donc là, évidemment, c'est souvent des étudiants qui nous décrivaient la consultation du médecin comme arrivant en dernier recours, vraiment comme ultime recours quand le corps ne peut plus et qu'on ne peut plus travailler. En général, voilà, on va chez le médecin quand on ne peut plus travailler, quand on n'est plus performant. Voilà. Le deuxième type, donc le mot d'ordre, c'est je fais attention. Donc c'était des étudiants qui étaient, alors à l'inverse, très inscrits vraiment dans un rapport préventif à la santé. Et là, le corps, il est moins pensé comme un outil de travail que comme un capital à entretenir. Donc c'était des étudiants qui, à l'inverse, alors avaient une culture du soin et du bien-être qui était marquée et qui était souvent apprise au sein de la famille. Donc voilà, il y avait donc avec des consultations régulières et routinières des médecins apprises dès le plus jeune âge. Alors c'est des étudiants qui avaient aussi appris à mettre en application un certain nombre de techniques du corps, comme le sport, la relaxation, la méditation, etc. Et qui avaient parfaitement incorporé des règles de base d'hygiène de vie, comme bien dormir, bien manger, manger bio parfois, etc., ce qui était loin d'être présent chez tous les étudiants. Alors, et chez certains, alors plus souvent masculins, une conception alors un peu plus disciplinaire de cette culture du soin à travers la pratique de la musculation et d'une attention particulière alors à l'alimentation décrite comme une forme de diète. Donc voilà un petit peu cette partition aussi en fonction du genre. Et alors ce qui était intéressant, c'est que parmi ces étudiants, c'était plus souvent que chez les autres un problème de santé antérieur qui avait pu arriver à eux-mêmes ou à un membre de la famille, qui avait pu agir comme un choc et comme un révélateur un peu de la fragilité du corps, en fait, et qui les a incités à faire attention et à être à l'écoute de leur corps. Le troisième type, alors c'était un type pour qui la santé n'attend pas, donc des étudiants qui vraiment étaient contraints en fait de prendre en compte leur santé dans leur vie quotidienne et à se soigner au quotidien. Donc là, c'est un type un petit peu particulier dans le sens où cette attitude, elle l'aurait imposée vraiment par la survenue de problématiques de santé lourdes. Alors on le verra, ça correspond à des carrières d'institutionnalisation de la santé. Voilà, il y a un diagnostic qui est posé, il y a un traitement qui est prescrit avec un suivi très régulier. Donc là, voilà, une attitude à la santé qui est plus déterminée par la santé elle-même et par un parcours de santé plus institutionnalisé. Et le quatrième et dernier type, alors le mot d'ordre, c'est peut-être moi. Donc c'est peut-être le type le plus particulier, c'est des étudiants qui ont un rapport très interrogatif par rapport à la santé, et ce qu'on interroge, c'est la nature de ces mots. C'est-à-dire, est-ce que j'ai mal ou est-ce que c'est moi? Donc c'est des étudiants qui ont des doutes sur la nature médicale de ce qu'ils ressentent, de leurs sensations. Et voilà, qui hésitent à inscrire leur expérience dans le registre de la santé, un petit peu comme je le disais au début. C'est souvent, alors ça concerne très souvent des problématiques qui relèvent du champ de la santé mentale et qui sont vécues comme des sensations de mal-être un peu diffus, fluctuants. On a du mal à en identifier la source. C'est aussi alors des problématiques qui sont décrites comme des formes de somatisation qui sont souvent associées par les étudiants alors, au stress qui est généré par la charge de travail. C'est par exemple une prise de poids, des problèmes de peau, des dérèglements de sommeil, des effets sur l'humeur, voilà, et on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Est-ce que j'ai un problème de santé ou est-ce que c'est moi qui déconne? Et alors donc voilà, pour certains d'entre eux, il y a des interrogations même sur leur part de responsabilité individuelle, sur tous ces désordres qui sont, on ne sait pas trop, comportementaux ou somatiques. Et donc ça donne des déclarations comme voilà, je suis fatigué parce que je n'arrive pas à me coucher tôt. Ou alors je suis anxieux parce que je suis mal organisé. Donc voilà, il y a une espèce d'hésitation entre deux modes d'explication, l'explication par la médecine ou l'explication par le comportement individuel. Donc là, je ne vais pas développer, mais on peut aussi relier ça à une culture de la performance aussi qui est un peu diffusée ou même très diffusée dans certains milieux scolaires et qui pousse aussi un petit peu ça à la surresponsabilisation des individus par rapport à leurs problématiques de santé. Et voilà. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé de toute façon. Et donc, je passe la parole à Mathilde. Très bien. Dans un second temps, merci beaucoup, Julien. Considérant ces premières analyses, l'étude elle a apporté une attention privilégiée aux expériences qu'ont les étudiants avec les institutions de santé.
Donc là, dans une dimension un petit peu plus interactionniste, directement, et à la manière dont elles façonnent leurs habitudes et modes d'accès aux soins en tant qu'étudiants. Donc peut-être au préalable, la catégorie institution de santé, elle est ici entendue au sens large et elle recouvre les institutions médicales, thérapeutiques, mais aussi les organismes de protection sociale. Donc, voilà, entendu au sens large. Et donc là, je vais vous présenter 5 grandes carrières de patients qui sont saisis dans ce chapitre à un instant T, donc à un instant donné. C'est bien celui de la vie étudiante. Et ces différentes carrières, elles vont pouvoir s'articuler, évoluer et se poursuivre à différents âges de la vie. Donc, en ce sens, elles donnent à voir la manière dont se construisent les parcours d'accès aux soins. Voilà, donc un étudiant qui est dans une des carrières pourra, au fil de sa vie, peut-être évoluer vers une autre et elles peuvent s'articuler. Donc, ces 5 carrières de patients, elles sont bien fondées sur les interactions qu'ont les étudiants avec les institutions médicales, thérapeutiques, organismes de protection sociale pendant la période des études et les significations qui leur sont attribuées. Alors, je n'en ai plus quelques mots, mais la première carrière qu'on a identifiée, c'est une carrière qu'on a appelée la carrière institutionnalisée. Et elle concerne là clairement des étudiants qui ont des problématiques de santé, qui ont impliqué une prise en charge médicale renforcée et notamment des hospitalisations. Cette prise en charge médicale renforcée, elle a souvent mis leur scolarité en suspens et ou suscité des aménagements en études supérieures. Donc là, il y a 6 étudiants du panel qu'on a rencontrés qui étaient dans ce cas-là. Donc, il y a quand même des situations, des cancers qui ont été soignés, mais qui ont eu lieu pendant la période du lycée, une maladie d'immunodéficience, des traumatismes liés à des agressions sexuelles qui ont conduit à un suivi psychiatrique et une hospitalisation. Voilà, donc on est sur ce type de situations identifiées. Et donc là, les étudiants, ils interagissent au quotidien avec les institutions de santé, avec lesquels ils ont finalement tissé un lien de confiance sur un temps long. C'est-à-dire que ce lien-là, il a été construit, donc il a pu être à certains moments pris à l'épreuve, mais globalement, c'est des étudiants qui étaient en confiance avec ces institutions, qui s'étaient présentés comme des ressources. Et donc, parmi les 6 étudiants qui ont été inscrits dans cette carrière, ils sont quasiment tous couverts par une couverture. La plupart, deux sont bénéficiaires de la C2S. Les 3 sont couverts par la couverture des parents. Et il y a une personne qui était en situation de non-recours à la C2S, mais qui avait l'ALD. Voilà, donc globalement, c'était des personnes qui étaient effectivement prises en charge dans ce cadre-là. La seconde carrière, c'est une carrière qui a été largement représentée dans le panel. Elle concerne près de la moitié des étudiants du panel. C'est la carrière qu'on a appelée la carrière de routine. Donc là, c'est des étudiants qui vont rencontrer des problématiques, enjeux de santé qui vont être conjoncturels et qui vont être traités dans le cadre d'un suivi de contrôle routinier ou alors d'une consultation spécialiste ponctuelle. Mais globalement, là, c'est vraiment des étudiants qui vont poursuivre des schémas qu'ils vont développer au fil de leur socialisation primaire. Voilà, la vie étudiante, elle ne constitue pas une rupture nette dans les parcours de soins. Il n'y a pas de tension particulière. La routine établie, elle évolue progressivement en études supérieures. Il y a des nouvelles habitudes qui peuvent arriver, notamment par la fréquentation des pairs, notamment des jeunes filles qui vont plus facilement consulter des gynécologues recommandés par leurs amis, etc. Il y a des évolutions. Il y a des étudiants aussi qui maintiennent des habitudes de consultation chez les médecins de famille, d'autres qui tâchent de se constituer progressivement un réseau professionnel sur le bassin de vie étudiant, notamment par l'université. Mais globalement, c'est une forme de continuité qui est dans une évolution, mais une forme de routine et de reproduction. La troisième carrière que Noémie a soulevée notamment lors de son introduction, c'est la carrière manquée. Donc là, c'est une carrière qui concerne des étudiants pour qui les interactions avec les institutions de santé sont des rendez-vous manqués. Je cite un extrait de verbatim. En fait, ça va être des étudiants qui vont vraiment éprouver des vives inquiétudes concernant leur santé. Et ils expriment des difficultés à avoir accès, soit à un diagnostic, soit à un accompagnement, soit à une prise en charge.
Et souvent, cette carrière manquée, elle va être jalonnée d'expériences négatives, de mise à l'épreuve du lien de confiance avec les institutions. Donc, ça va être des étudiants qui vont nous dire bah, j'ai pas été pris au sérieux. Et c'est voilà, des expériences négatives qui vont conduire progressivement certains renoncements aux soins. On pense par exemple à une étudiante qui avait des douleurs gynécologiques, qui avait consulté peut-être un premier médecin généraliste, qui lui avait dit mais non, c'est rien, mademoiselle, vous avez vos règles. Elle s'est dit bon, peut-être. Finalement, c'est revenu, donc elle a essayé de voir un autre médecin, etc. Et peut-être, je la cite, mais à un moment dans son entretien, elle dit je vais presque plus chez les médecins ou les urgences parce que j'ai vraiment trop peur qu'on me dise que je viens pour rien. Les douleurs de règles, je sais que c'est pas ça. Je vais essayer quand même de chercher quelqu'un qui me prend au sérieux. Donc on voit bien que là, il y a vraiment une interaction avec les professionnels, mais il y a une fragilisation et des rendez-vous manqués. Peut-être un point important pour qualifier un peu ces carrières, c'est qu'on n'a quand même aucun étudiant dans ces carrières qui a la couverture complémentaire parentale. La plupart sont bénéficiaires de la C2S ou certains sont en situation une personne en situation de non-recours et une autre ne sait pas si elle est couverte. Donc ça contribue aussi au rendez-vous manqué. Notamment, et donc ça constitue un enseignement, c'est aussi des étudiants, il y a quelques étudiants étrangers dans cette carrière-là, et c'est des gens qui ont peu de ressources, de soutien familial, et qui ont un petit peu du mal à trouver un soutien associatif ou institutionnel pour compenser les difficultés rencontrées. La quatrième carrière, qu'on a appelée la carrière de distanciation, là, elle concerne des étudiants qui vont être éloignés des institutions de santé. Là, c'est des étudiants qui ne vont pas consulter. Donc, c'est là qu'ils se distinguent de la carrière manquée où ils essayent d'avoir des consultations qui sont finalement un processus très complexe. Mais là, on est vraiment sur des étudiants qui ne consultent pas. Donc, en ce sens, ils peuvent être appréhendés, entre guillemets, comme des non-patients. Ils ont peu d'interactions avec les professionnels de santé et ou la sécurité sociale. Et en fait, cette mise à l'écart, elle peut être soit choisie. Donc, il va y avoir une forme de résignation, ça ne sert à rien, qui va être issue potentiellement de dispositions familiales, héritées, sociales, etc. Parfois des médicamentations. Donc, non, j'ai pas besoin de consulter parce que voilà, je vais prendre des vitamines, je vais fumer du cannabis. Voilà, c'est ce type voilà, de distanciation. Et parfois, cette distanciation, elle peut être aussi subie. Des freins financiers, des freins géographiques, des freins symboliques. Et notamment aussi dans le cadre de non-recours à une complémentaire. Donc on a par exemple des étudiants étrangers qui n'arrivent pas à avoir accès à une complémentaire santé solidaire et qui ne va pas chez le dentiste pour enlever une dent de sagesse et qui finalement explique que cette personne prend sur elle et qu'elle ne préfère pas aller chez le médecin non plus par peur d'avoir des nouvelles problématiques. Voilà. Ce qui est vraiment important aussi de préciser, c'est que cette carrière, finalement, elle est pas marginale. Elle concerne quand même un tiers du panel des étudiants. Mais point de vigilance important, je vous l'ai dit au début, ces carrières, elles s'articulent. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 7 étudiants qui sont pleinement dans cette carrière de distanciation. Mais pour 8 d'entre eux, elles se conjuguent avec une autre carrière. C'est-à-dire que les étudiants vont être dans une carrière de distanciation principalement dans le champ de la santé mentale. Ça va être des étudiants qui vont pouvoir aller consulter pour une grippe, des maux, etc. Mais sur la question de la santé mentale, là vraiment, il y a des freins symboliques, par exemple, à aller voir un psychologue, etc. Donc là, ils se situent aussi en distanciation. Donc juste, c'est un petit peu pour quand même nuancer ces articulations. Et enfin, une carrière, la dernière carrière, la carrière d'expertise, qui est vraiment minoritaire, mais qui concerne 4 étudiants. C'est des étudiants qui ont développé des compétences dans le champ de la santé. Donc, c'est une carrière d'expertise. Ils vont être dans des études de biologie, sur la santé, etc. Et ils vont être assez experts, consulter régulièrement, ils vont avoir des ressources aussi pour leurs pairs, pour leur famille. Ils ont une très très bonne connaissance des institutions de santé. Ils peuvent même faire jouer la concurrence, aller voir plusieurs médecins pour un peu comparer les diagnostics. Voilà, une très bonne connaissance du mécanisme de protection sociale. Et ils sont tous là couverts en l'occurrence par une couverture complémentaire. Donc voilà un petit peu pour ces grandes expériences et interactions avec les institutions de santé au moment de la vie étudiante. Donc je vais passer maintenant au focus qu'on a fait sur la couverture sociale
et en particulier sur la complémentaire santé solidaire. Alors, au préalable, un des premiers enseignements de l'étude, c'est que la C2S, elle apparaît largement méconnue à l'échelle du panel par les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non boursiers. Ce constat, il est à mettre en perspective, d'une part, avec la mise en place relativement récente du dispositif et à sa méconnaissance qui se situe au-delà du public étudiant, qui a pu être souligné par d'autres études qui ont été menées par la DREES, et d'autre part, à la forte méconnaissance des étudiants du système de couverture sociale, de couverture complémentaire en général. Donc, à nos connaissances de la méconnaissance de la C2S, elle s'inscrit dans ce cadre-là. Finalement, un des résultats aussi majeurs de l'étude, c'est qu'on a quand même identifié 12 situations de non-recours à la C2S, donc sur un panel de 40 étudiants, 12 situations qui étaient en cours, donc les étudiants savaient qu'ils n'avaient pas accès à la C2S à ce moment-là et étaient souvent en demande, justement, dans un processus de recours. Ils nous ont bien illustré les difficultés, etc., les freins qu'ils avaient pu rencontrer, ou alors des situations de non-recours passées. Donc, les étudiants, au moment de l'entretien, étaient bien couverts, mais ils ont pu nous raconter la période où ils auraient pu être couverts, mais ils ne l'étaient pas. Et parmi ces situations de non-recours, le non-recours par non-connaissance et par non-proposition, dont les frontières en sont poreuses, sont très repérées. Donc, c'est-à-dire non-recours par non-connaissance, c'est des gens qui n'ont pas connaissance de l'existence de la C2S, alors qu'ils pouvaient en bénéficier. Et par non-proposition, c'est que même s'ils ont pu avoir des contacts avec des professionnels du champ, elle leur a pas été proposée. Enfin voilà, et donc c'est peut-être au bout avec un autre rendez-vous avec une assistante sociale de l'université, par exemple, qu'ils en ont eu connaissance. Mais voilà, il y a eu un processus long, malgré en tout cas des interactions avec des professionnels. Peut-être on peut noter que la connaissance, bien que partielle de la C2S, cette connaissance-là, quand elle existe, elle repose vraiment et très fortement sur le bouche à oreille. Bouche à oreille qui est lié à l'expérience d'autres étudiants qui sont bénéficiaires de la C2S et qui vraiment en sont les meilleurs ambassadeurs. C'est-à-dire que les étudiants qui ont été bénéficiaires, qu'on a rencontrés, ils ont très vivement valorisé la C2S, qui constitue très clairement une condition de recours aux soins, un facteur de recours aux soins. Donc vous pouvez voir dans le rapport, il y a un certain nombre de verbatim et de retours de ces étudiants qui, pour certains, disent que ça leur a vraiment sauvé la vie d'avoir pu avoir recours aux soins par la C2S. Donc on avait vraiment des situations de vulnérabilité où il y avait une vraie mesure de l'apport du dispositif. Et peut-être pour conclure, il nous est peut-être là vraiment paru intéressant de mettre en lumière un autre enseignement majeur. Nous allons donc passer au vote de ce vœu qui a un avis défavorable de la part de l'exécutif. Excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert. Vous pouvez juste fermer vos micros. Excusez-moi, dans l'auditoire. Oui, je pense que c'est bon. Vas-y, Mathilde. C'était juste au début d'un chapitre, donc c'est un sous-chapitre, donc parfait. Il nous est paru donc intéressant de mettre en lumière un autre enseignement relatif au fait que la logique de recours à une complémentaire pour les étudiants, elle s'inscrit dans un paradigme qui est fortement familialisé. Donc, c'est-à-dire que si les étudiants ils deviennent assurés autonomes à 18 ans, ils peuvent rester sur la couverture complémentaire de leurs parents, et donc notamment de la C2S quand les parents sont bénéficiaires. Ils peuvent aussi demander à une couverture complémentaire étudiante payante ou faire une demande. La demande de C2S autonome, elle s'inscrit vraiment dans des cas très, très spécifiques qui sont cités dans le rapport et sur le site de la C2S. Et finalement, cette mécanique de familialisation qui couvre l'ensemble des complémentaires, mais aussi en particulier la C2S, cette mécanique de familialisation, elle affecte le rapport des étudiants à la couverture complémentaire. Donc, premièrement, en fait, elle est largement associée à une gestion parentale et elle est faiblement appropriée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous disaient, franchement, l'entrée dans la vie étudiante, les cours, j'ai beaucoup de choses à gérer. La couverture complémentaire, c'est les parents. Et ça pouvait toucher aussi des étudiants qui étaient assez autonomes sur des questions administratives, de bourse, etc. Mais la complémentaire, c'était très, très associé à la gestion parentale.
et donc très, très peu approprié, hein. Donc il y avait vraiment un flou autour de ce sujet. Et, par exemple, on avait de nombreux étudiants qui, au moment de l'entretien, cherchaient dans leur portefeuille des cartes, s'il y avait une carte de mutuelle. Ils avaient pu demander à leurs parents pour remplir le formulaire s'ils avaient ou pas une complémentaire. Donc ça touchait quand même un certain nombre d'étudiants. Un autre effet, hein, c'est bien que les conditions d'éligibilité et les points de bascule des étudiants vers une couverture autonome. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on va plus être sur la couverture parentale et on va, nous, avoir notre propre couverture? C'est vraiment très flou, et en particulier lors des changements de situation. Ah bah quand je décohabite, quand j'ai un job étudiant, Enfin voilà, toutes ces situations-là, à un moment, voilà, peut-être que je prends un temps sabbatique comment ça se passe? Et c'est vraiment des nœuds et des moments très charnières où les étudiants ont des difficultés vraiment à s'approprier cette modalité-là de leur identité administrative. Et donc, ce qui questionne justement la couverture santé comme modalité, hein, du passage à l'âge adulte aussi, et en quoi ça constitue une épreuve et un dispositif qu'il s'agit de s'approprier. Et enfin, Noémie l'a aussi soulevé, hein, mais cette approche familialisée, elle est vraiment une source de vulnérabilité particulière lorsque les liens, de fait, avec les parents sont fragilisés. Donc, il y a des étudiants qui ont des ruptures familiales qui sont dites institutionnalisées, hein, parce qu'ils sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Mais il y a aussi beaucoup de situations de rupture familiale où c'est pas du tout institutionnalisé, c'est vraiment de la relation interpersonnelle, et c'est très fluctuant. On va être en rupture, se rapprocher, finalement complètement avoir une rupture claire et nette, on part de chez les parents, on n'est plus en lien, etc. Et c'est non négligeable, mais parmi notre panel, on a quand même eu, sur 40 étudiants, 6 étudiants de l'échantillon qui ont témoigné d'une expérience de rupture familiale qui a, pour 5 d'entre eux, été associée à un facteur de non-recours aux soins. Donc la seule personne pour qui ça n'a pas été un facteur de non-recours aux soins, c'est un jeune qui avait été confié par l'aide sociale à l'enfance, ce qui était aujourd'hui majeur, mais voilà. Et donc, pour les autres, en tout cas, il y a eu forcément une situation de non-recours aux soins qui a été liée à une situation de non-recours à la couverture complémentaire pour plusieurs raisons, donc notamment la demande autonome de C2S, elle est apparue extrêmement laborieuse. Il y a une perte de repères administratifs, une identification de son éligibilité qui n'est pas claire du tout, parfois des administrations de la preuve de la rupture qui sont très compliquées, ou alors des connexions indépendantes à Amélie qui vont être difficiles aussi, notamment une jeune fille dont la mère était bénéficiaire de la C2S qui avait été couverte par elle, mais elle a appris par des proches que sa mère était rentrée en formation, donc elle n'était plus bénéficiaire de la C2S parce qu'elle avait aussi d'autres sources de revenus, donc elle a appris par ce biais-là qu'elle n'était plus couverte. Pour se connecter à son compte Amélie, elle avait besoin du RIB de sa mère avec qui elle n'était plus en lien. Enfin voilà, en tout cas des situations qui étaient parues au moment de l'entretien. Elle était couverte par la C2S, mais elle a vraiment décrit toutes les difficultés et épreuves qu'elle a pu rencontrer et la complexité dans sa situation. Et enfin, pour les étudiants étrangers, hein, le rapport à la couverture, et en particulier à la C2S, il est un peu particulier. Mais globalement, les 5 entretiens qu'on a eu avec des étudiants étrangers ont pu montrer la complexité de la temporalité d'accès, l'articulation interinstitutionnelle qu'il s'agit d'avoir en montrant voilà, différents papiers dans le bon ordre, etc. Et l'identité administrative sur le territoire français qui était vraiment difficile et qui était augmentée par parfois une lisibilité complexe du système de protection sociale et parfois voilà, la barrière de la langue. Un certain nombre étaient bien couverts par la C2S, mais voilà, on racontait un parcours vraiment qui est passé par des situations de non-recours difficiles à gérer. Et voici pour ce dernier chapitre. Merci Mathilde. On vous propose de conclure par peut-être par la dernière partie du rapport qui propose différentes pistes d'amélioration, alors qui pour certaines d'entre elles sont assez ouvertes, assez larges. Il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être la première piste d'amélioration,
ce qu'on a vu dans l'étude, c'est quand même cette méconnaissance des étudiants du système aussi de sécurité sociale, de qu'est-ce qu'une couverture sociale, à quoi ça sert, comment ça marche. Il y a quand même beaucoup de flou autour de ces sujets. On sait par ailleurs que c'est le cas des étudiants, mais on peut dire aussi des jeunes en particulier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a cette prise d'autonomie progressive, la place de la couverture santé là-dedans n'est pas forcément... voilà, donc comment peut-être, on se disait, faire de la question du recours à une couverture complémentaire un sujet de passage à la majorité, ou on va dire à l'âge adulte. Et là, des réflexions qui sont en cours, pas que pour les étudiants, hein, mais comment on accompagne les jeunes dans leur socialisation, peut-être si on peut parler de socialisation administrative, comment on ouvre des espaces de communication en amont aussi de la majorité, dès l'enseignement secondaire, comment on utilise voilà, des moments comme par exemple la JAPD ou des forums des métiers ou le passage par Parcoursup, enfin comment dans ces moments-là, on communique aussi sur la couverture complémentaire, l'importance d'en avoir une, etc., au-delà même de la question de la C2S. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a cette méconnaissance et il faut travailler sur ces sujets. Le deuxième point, alors peut-être, deuxième piste peut-être plus centrée sur la question de la complémentaire santé solidaire, Mathilde l'a dit, on voit l'importance du bouche à oreille dans la dynamique de recours aussi à la C2S. Donc, on se disait en parler non seulement à des étudiants a priori éligibles, mais aussi aux étudiants en général. On voit bien qu'il faut communiquer sur beaucoup de choses, hein, comment ça marche la C2S, comment elle fonctionne, quels sont les critères d'éligibilité. Là, il y a aussi beaucoup de choses à expliquer aux étudiants. Et là, de ce qu'on a vu dans ce qui marche en termes de communication, quelque part, tout marche. C'est-à-dire que la multiplication des canaux est certainement la bonne piste, que ce soit de l'affichage dans les espaces de vie étudiante. Certains ont pu entendre parler de ça de cette manière-là. La communication en ligne, bien sûr, les réseaux de pairs qui jouent un rôle important. On disait par exemple, voilà, des ambassadeurs de la C2S, ça pourrait marcher un peu dans une logique aussi ça, de pair information, pair aidance. Ça marche bien aussi sur d'autres sujets. Et par ailleurs, à l'autre bout du spectre, il y a la communication institutionnelle qui, elle aussi, marche. Par exemple, pas mal d'étudiants nous ont parlé de la communication MTDAN, par exemple, de la CPAM, qui est un peu aujourd'hui voilà, on va dire un rituel, enfin, quelque chose que voilà, on est allé voir le dentiste parce qu'on a reçu cette communication-là. Bon, pareil, là, sur des enjeux de santé mentale, de comment communiquer sur mon chèque psy, etc. Il y a voilà, une force aussi de cette communication institutionnelle via le Crous aussi, hein, pour les étudiants boursiers. On voit bien que les communications du Crous sont un vrai levier sur ces sujets. Et puis après, bien sûr, s'intéresser à toutes les temporalités de la vie étudiante, c'est-à-dire il y a les réunions de rentrée, mais il y a aussi on rentre dans sa scolarité, dans sa vie étudiante, mais aussi tout au long de la scolarité et même au moment du diplôme, comment on prépare la sortie de la vie étudiante aussi, et ce qu'on devra faire comme démarche par rapport à la couverture après la vie étudiante. Donc préparer aussi ces moments de transition, c'est important. Troisième piste d'action, là, c'est de se dire voilà, comment peut-être on prépare mieux les agents au sens large qui sont en contact avec les étudiants et qui pourraient peut-être mieux parler de la couverture sociale, de la couverture santé, ou plus parler de la C2S, ou aider plus pour ça. Et alors, dans un certain nombre de cas, ça a été fait, hein, la CPAM, via les services santé étudiants, etc. Mais il y a d'autres cas aussi où, on parlait de rendez-vous manqués, parfois les professionnels CPAM ou dans l'enseignement supérieur n'ont pas su bien guider notamment dans les cas de décohabitation. Or, vraiment, il s'agit d'aller vers la CPM de là où habite, du département où habitent vos parents. La CPM du département en question renvoyée vers le département où était l'étudiant. Donc parfois, voilà, il y a des petites incompréhensions. Oui, ça va être sur ça, sur donc les questions de domiciliation ou par exemple dans les qu'est-ce qu'on fait dans un cas de rupture familiale, comment voilà. Donc il y a des situations quand même un peu parfois, enfin qui sont un peu complexes et voilà qu'il faut savoir accompagner aussi. Parfois, il y a des très bonnes orientations, oui, mais il y a certains cas où
Après, on a parlé là dans l'étude on a mis en avant certains profils spécifiques où il y a une fragilité, on va dire, du recours à la complémentaire santé solidaire. On a parlé des étudiants en rupture familiale, on a parlé des étudiants étrangers notamment. Et c'est peut-être de réfléchir à la manière de faciliter le recours à la C2S pour ces profils-là. Si on pense par exemple les étudiants en rupture familiale, il faut peut-être revoir certains éléments du process, demander des pièces justificatives. Enfin, voilà, il y a quelque chose à faire certainement auprès de ça, parce qu'on voit bien que la familialisation aussi, elle était là pour simplifier les choses aussi pour les étudiants, pour qu'ils soient mieux couverts. Il faut bien qu'à l'inverse, quand il y a rupture familiale, la couverture soit là aussi. Donc, il faut bien envisager ces cas de figure. Et ils ont l'air quand même suffisamment nombreux pour qu'on s'en préoccupe. Cinquième piste, alors un peu dans ce qui est fait pour d'autres, sur la C2S pour d'autres publics, mais étudier la possibilité de l'automaticité, bien sûr, de la C2S. Nous, on repérait différents profils. On parlait des jeunes majeurs qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, les jeunes bénéficiaires de l'aide spécifique annuelle, qui a priori sont éligibles aussi à la C2S. Comment on favorise une automaticité de la C2S, ou des boursiers à échelon élevé qui, a priori, aussi sont éligibles. Donc, des pistes là certainement aussi importantes pour améliorer la couverture des étudiants. Sixième piste d'action, développer la communication auprès des dispositifs de santé mentale. On l'a dit, beaucoup de questions de santé mentale chez les étudiants qu'on rencontrait, et parfois même si certains connaissaient les dispositifs, mon chèque psy, mon soutien psy, beaucoup ne savaient pas trop comment ça fonctionnait, que ça existait, et donc ne consultaient pas forcément parce qu'ils ne connaissaient pas ces dispositifs. Donc là, on voit bien aussi l'importance de peut-être renforcer des communications institutionnelles, de multiplier les messages, les modalités de communication à ce sujet. Et à l'époque aussi, mais je crois que ça, c'est en train de changer, ou ça a changé, il fallait une prescription aussi par le médecin généraliste pour recourir à mon soutien psy. Ce qui faisait qu'en fait, ça faisait trop d'étapes, et on a des étudiants qui sont allés chez le généraliste pour qu'on leur prescrive, et puis qui se sont arrêtés là parce que finalement, ça ne va pas assez vite. On parlait aussi du besoin un peu d'instantanéité. Enfin, on a un besoin qu'on puisse se soigner tout de suite, sinon, en fait, on laisse tomber. Donc là aussi, sur la santé mentale, un vrai besoin de réactivité dans la consultation, qui est repéré dans les parcours. Et puis peut-être une septième piste de réflexion, c'est comment on soutient les initiatives de prévention, d'accès aux soins directement sur les bassins d'études. Et on voit bien l'importance des espaces de vie étudiante comme lieu d'accès aux soins, de prévention, de sensibilisation sur la couverture complémentaire. On voit que parfois, ces espaces ressources, ils sont insuffisamment visibles sur les campus, etc. Et puis, on voit aussi, ce qui est apparu, c'est, mais on le sait, il y a des lieux d'études qui sont plus excentrés des pôles principaux, et qui, pour le coup, ont moins justement ces lieux ressources, et donc sont plus isolés par rapport à tous ces dispositifs de prévention, de sensibilisation. Je crois que c'est ce que la DGCIP la en tête et travaille dessus, sur aussi comment on raisonne peut-être en bassin d'études, et on réfléchit à l'espace vécu par les étudiants, enfin réfléchir à une échelle territoriale cohérente pour travailler ces sujets-là. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais bon, voilà, on pourrait le développer, mais on l'a fait dans le rapport, et puis les premières pistes. Je crois qu'on a un peu dépassé notre temps de parole, mais en tout cas, de notre côté, si ça vous va, on s'arrête là, et comme ça on peut prendre effectivement vos questions, vos remarques. Oui, merci beaucoup pour la clarté de votre présentation et toutes vos interventions. Donc maintenant, c'est le temps de questions-réponses. Vous pouvez lever la main en haut du Teams ou poser vos questions sur le chat. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à poser à nos trois intervenants. Oui, je vois une main levée de Farida Aït Allah.
Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous avez su identifier quels réflexes ils avaient, ces étudiants, lorsqu'ils étaient confrontés à une problématique de santé? Quel est l'interlocuteur premier? Parce que vous avez parlé sur les pistes que vous envisagez, enfin que les préconisations que vous faites, pardon. Vous parlez de certaines structures sur les lieux de vie étudiants. Est-ce que justement, ces structures, c'est le premier réflexe de l'étudiant quand il a un problème de santé ou une question autour de la santé? Quel est son premier réflexe à l'étudiant? Est-ce que vous avez réussi à identifier cela? Alors, Extrêmement variable. ça dépend. Ouais, ça dépend. Pour le coup, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, il y a un certain nombre d'étudiants qui peuvent se tourner vers l'université, hein. C'est possible. D'ailleurs, on a fait un petit encadré. Je crois qu'on a fait un encadré dans le rapport où on présente des lieux ressources. Peut-être, oui, c'est vraiment variable. Il y a ceux qui vont se tourner vers leur père, et notamment, je pense par exemple à des étudiants étrangers qui vont vraiment avoir un réseau de connaissances d'étudiants étrangers qui vont être vraiment des ressources très importantes pour ces questions de santé, qui on va voir à l'université, vers quel médecin on va, etc. Ça va être la première ressource. D'autres étudiants qui vont très clairement appeler leurs parents. Il y en a un certain nombre, hein, qui vont spontanément décrocher le téléphone en ce sens. D'autres qui ont repéré directement des services de santé, mais ça va aussi dépendre des campus, hein, parce que il y a certains campus où justement le centre de santé universitaire il va être très visible, il va y avoir des événements, peut-être des personnes qui tiennent des permanences, et donc on va y aller, on va apprécier justement cette confidentialité, on va y aller très spontanément. Et dans d'autres établissements où ils ne savent même pas s'il y a des centres de santé universitaires, voilà, et il y a aussi certains enseignants qui ont pu être cités comme des ressources, voilà, notamment dans des écoles un petit peu plus de proximité. Je ne sais pas si tu veux compléter, Julien. Non, mais ça dépend aussi Enfin, c'est un peu compliqué, ça se redouble aussi du degré de confiance que chaque étudiant a en chaque type d'institution. On a par exemple, oui, enfin, je disais un peu, mais des étudiants qui ont eu des mauvaises expériences avec des professionnels de santé, et du coup, même si ça a pu être le réflexe d'aller voir telle ou telle, telle ou telle institution, du coup, on est plutôt dans une attitude de repli, et puis on va s'adresser plutôt au groupe de pairs. Enfin, c'est aussi vachement, enfin, c'est très dynamique, ça évolue aussi en fonction de la trajectoire de santé, mais dire que l'étudiant a un interlocuteur clé, c'est. Il y a ceux qui vont revoir quand ils reviennent chez eux leur médecin entre guillemets médecin de famille, ou les professionnels qu'ils avaient l'habitude de voir quand ils n'étaient pas encore étudiants, ou d'autres à l'inverse qui veulent rompre avec ces professionnels-là et qui vont sur Doctolib pour chercher. Et ça, c'est pas forcément le premier réflexe. Non, effectivement, c'est très variable. Mais peut-être je rejoins en tout cas une des pistes d'amélioration quand Loïc a souligné que, franchement, sur les pistes de communication, il y a beaucoup de choses qui marchent. Donc que ce soit l'affichage dans les lieux, les réseaux sociaux, les communications institutionnelles, il y a beaucoup de points de contact, et donc pas de. Oui, c'est ça dépend si vous parlez de réflexes pour se renseigner sur la couverture sociale ou pour se soigner. C'est ça que je disais. Mais là, on a parlé un peu des deux. Oui, c'est ça, pour les deux. Merci pour vos réponses. Vous avez répondu aux questions que je me posais. Merci beaucoup. Oui, parce que la communication influence, en tout cas, peut avoir des effets sur les réflexes de consultation aussi. Donc, tout est un petit peu mêlé. Oui, Frédéric Napiat, vous avez une question. Votre micro est coupé. Pardon. Désolé. Bonjour, Frédéric de la Caisse nationale d'assurance maladie.
c'est pas forcément, Louis, une question, c'est plus, de partager aussi au vu de cette présentation, un retour sur cette présentation. Moi, je pense que cette présentation, pour nous, professionnels de ce sujet, elle confirme un peu, les enfin, le jugement qu'on avait des difficultés de promotion et de distribution de la complémentaire santé solidaire. Et de la complémentaire santé, si on commence, parce qu'il faut toujours commencer par la complémentaire santé, et sachant que la complémentaire santé solidaire n'est qu'une solution à ce sujet de complémentaire santé. C'est vrai que le sujet de la décohabitation, cette période qui fragilise l'accès aux droits, la famille, le poids de la famille sur le sujet de l'accès à la santé et des démarches en santé, c'est un vrai sujet, je pense que nous portons. Il faut travailler à l'autonomisation, il faut s'associer quand on le peut aux parents. Il faut que les parents acceptent de lâcher, il faut que les enfants, il faut que nous, on travaille sur des programmes, enfin sur des campagnes d'information ciblées. Il faut qu'on intègre, et on est en train de le faire avec l'éducation nationale, dans les programmes de l'éducation nationale dans le secondaire. Il y a 3 heures qui vont être progressivement consacrées à la protection sociale, au système de santé et aux démarches. Donc, l'acquisition de connaissances, elle doit se faire le plus tôt possible. Et puis, il y a des questions qui sont d'actualité, c'est-à-dire la compréhension des conditions d'éligibilité qui sont différentes de l'attribution des bourses. Ça, c'est un vrai sujet dans l'enseignement supérieur. La relation avec le foyer fiscal, puisque là, on parle quand même de campagne, vous avez quand même, j'imagine, interrogé beaucoup de jeunes en dessous de 25 ans, ils sont quand même confrontés à cette complexité. Puis voilà, je pense que c'est un travail collectif, aussi bien ceux qui sont dans la gestion et l'administration de la santé comme l'assurance maladie que toutes les structures qui accompagnent des parcours de jeunes qui doivent aussi être en capacité de porter ces informations. Nous, il y a un travail, je vois que Christine Salomé est là, mais qu'on fait aussi avec le CNUS, on les engage quand même à faire de plus en plus de campagnes d'information. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'assurance maladie peut communiquer auprès de ses assurés sociaux, mais sa capacité à se faire entendre est quand même limitée sur ce public-là. Par contre, le tiers de confiance reste encore la structure dans laquelle le jeune s'inscrit. Là, on parle des étudiants, l'enseignement supérieur, les établissements, le CROUS, et il faut que eux aussi, le sujet de la santé, soit un peu plus embarqué en matière d'information. Et puis aussi pour l'assurance maladie, à partir du moment où une situation de besoin, c'est-à-dire de non-recours à un droit, est identifié, il faut qu'on soit en capacité de mieux accompagner cette situation, parce que la question de l'accessibilité aux démarches est un vrai sujet pour ce public quand on n'est pas habitué à faire des démarches, même si pour nous, elles nous paraissent simplifiées. Ce n'est pas aussi simple que ça pour un jeune. Donc, on a plusieurs sujets, mais je voulais juste vous dire que ce que vous avez retiré de vos rencontres correspond globalement aux freins qu'on a identifiés et sur lesquels on essaye de travailler. Merci.